Alors, pour démarrer ces regards croisés, je vais laisser la parole tout d'abord à Madame Gentner, notamment parce que lors de nos échanges, vous m'avez dit les relations enfants-parents se sont modifiées dans les dernières décennies, et je voudrais que justement vous nous parliez de ces modifications, de cette évolution. Merci. C'est peut-être plus que les dernières décennies, mais il me semble que traditionnellement, la responsabilité du foyer incombait aux parents. Cette responsabilité était matérielle, physique, affective, économique. Et les relations étaient tout simplement hiérarchisées. Tout le monde avait sa place. Chacun savait ce qui allait se passer dans l'avenir. Au jour d'aujourd'hui, les choses ont peut-être changé. Et c'est dans ce sens-là que j'aimerais parler de cette évolution. Souvent, les parents âgés, vulnérables, vont accepter, sans contester, des décisions. Ils vont simplement se soumettre. Est-ce que c'est ça la vraie solution, la bonne solution ? Je ne suis pas tout à fait d'accord, et on peut constater malgré tout qu'il y a une inversion des rôles et un transfert d'autorité. Est-ce la bonne solution ? Il est vrai que la société, l'évolution de la société a brouillé un petit peu nos repères traditionnels. Et du coup, de nos jours, il me semble que le parcours doit être personnalisé. Les repères qui étaient conventionnés, que tout le monde connaissait, et aujourd'hui, le parcours personnalisé qui est différent. Ça va obliger le parent âgé et l'enfant adulte à s'asseoir autour d'une table, à parler, à voir quelles sont les meilleures solutions. Donc il y aura des choix, rester seul à la maison, habiter chez son enfant, aller être confié à un établissement. Tous ces choix s'offrent à ce nouveau couple parent-enfant. Et il me semble que c'est important qu'ils s'assoient autour d'une table, mais ce qui me semble important, c'est que surtout, ils ne négligent pas leur lien affectif. Mais je pense qu'on pourra en parler peut-être plus tard. Eh bien, tout à fait. Je vous remercie, Madame Gentner. Alors, je voudrais maintenant m'adresser à Madame Valérie Debord, parce qu'effectivement, vous êtes très impliquée dans la vie nancéenne, notamment sur le parcours des personnes âgées. Et à ce titre, avec l'âge, nos aînés peuvent perdre en autonomie, tant du point de vue physique que du point de vue des fonctions cognitives, ce qui fait que pour l'enfant, du coup, on reconnaît plus tout à fait son parent, on peut être complètement désorienté, perdu, et la relation peut se compliquer. Alors justement, je voudrais votre témoignage sur ce point. Merci de m'avoir conviée. Il faut resituer le dispositif dans un contexte qui est quand même juste inédit à l'aune de l'humanité. Nous sommes toutes les premiers humains qui vont avoir à vivre de façon tendancielle et massive avec 4-5 générations. Et ça bouleverse complètement son rapport à l'autre, son rapport à la descendance, son rapport à la transmission. Et c'est quelque chose qui, pour l'instant, est encore en train d'être écrit et d'être compris. Et qui va prendre du temps, évidemment, à être compris et à être intégré et à être enseigné. Ce qui nous semble important, nous, à la ville de Nancy, mais qu'on soit soignants, parents, conseil de la vie sociale, c'est de faire en sorte que chacun conserve son rôle. Et qu'à un moment ou à un autre, l'inversion des rôles ne génère pas une angoisse qui n'est pas normale, parce que les rôles sont dans la nature. Et dans la nature, le parent s'occupe de l'enfant et pas forcément l'inverse, en tout cas physiquement. Et malheureusement, on a pu voir dans certains endroits, dans certaines familles, des enfants qui se mettaient à devenir l'aide-soignante de leur maman ou de leur papa, l'auxiliaire de vie de leur maman ou de leur papa, voire de leur grand-mère. Et ça, c'est pas un rôle normal. Et ce rôle-là, ce rôle de soignant, il va empêcher en fait le lien affectif. Or, ce qu'il faut absolument préserver, vous le disiez, madame, c'est le lien affectif. Le lien qui fait que on a construit une vie ensemble, on a des liens, on a à partager, on a des souvenirs, on a des choses aussi à construire encore.
Et il faut préserver ça. Donc ce que nous essayons souvent de dire aux enfants, qu'ils aient choisi le maintien à domicile, l'établissement, que ce soit une résidence autonomie ou un EHPAD, c'est de faire en sorte de se faire accompagner par les professionnels. Que se faire accompagner par un professionnel, ce n'est pas déchoir, ce n'est pas ne pas aimer son parent, ce n'est pas ne pas remplir son rôle d'enfant, bien au contraire. C'est conserver son rôle d'enfant, c'est conserver sa place et son rôle, qui n'est pas un rôle de soignant, qui est un rôle d'enfant, qui à un moment va être amené à prendre des décisions avec, bien sûr, mais qui ne doit pas se substituer au corps médical et paramédical. Et ça, c'est extrêmement important pour déculpabiliser, parce que souvent les enfants qui rentrent dans cette dynamique sont dans une dynamique qui est positive de leur point de vue, mais qui va générer beaucoup, beaucoup de problèmes. C'est pas évident, mais on est en général accompagné et les gens arrivent à le comprendre. Mais en tout cas, c'est à l'aune des évolutions sociétales que le grand âge génère un élément qui, de notre point de vue, est extrêmement important et qui n'est peut-être pas encore suffisamment explicité. Merci Madame Debord. Alors, Monsieur Vanson, vous m'avez dit « Je suis vieux ». Alors, je ne sais pas si vous parliez de vous, je ne crois pas, vous m'avez dit de façon générale, un jour, nous allons tous être vieux. Alors, vous m'avez dit « Je suis vieux et je reste jeune ». Et je reste jeune, voilà. Alors, c'est un bel objectif, ça. C'est un gros challenge. C'est un challenge que nous avons tous, hein, que nous avons les soignants, que nous avons la société, que nous avons au niveau des services publics. Un point qui m'a marqué dans le sondage, c'est rester autonome. Hein, on voit que c'est un but, hein, et c'est fondamental. Deuxième point, c'est l'utilité sociale. Ça, c'est les deux bases sur lesquelles il faut construire. Bon, rester autonome, ça ne vient pas tout seul. Je veux dire, pour être autonome, eh bien, il faut avoir une hygiène de vie. Il faut avoir une hygiène de vie dès l'enfance, dès l'adolescence, à tout âge. Donc c'est vrai que cet élément-là de prévention, pour moi, c'est un élément capital pour garder son autonomie. C'est-à-dire c'est marcher, c'est-à-dire aller chercher sa baguette, aller à la pharmacie, ainsi de suite. Des choses basiques. Monter les escaliers plutôt que prendre l'ascenseur, avoir une alimentation équilibrée. On le sait tous, on l'entend sans arrêt, sans arrêt. Mais à force de l'entendre, on n'entend plus. Donc ça, c'est un point important. Travailler ses fonctions supérieures, lire le journal, se rappeler de ses courses, aller à droite à gauche, lorsque les enfants viennent ou discuter avec eux, essayer de se souvenir de tel ou tel élément, de faire l'histoire de la famille. Ça, c'est important, hein, d'avoir tous les liens intergénérationnels. Donc ça, c'est vraiment la base. Un autre point important, on en a parlé un petit peu, c'est les nouvelles technologies. Hein, les nouvelles technologies, eh ben c'est vrai que bon, la ville aide par les ateliers, toutes les villes aident, hein, mais aussi les petits-enfants. On voit bien le lien intergénérationnel qui existe, le petit-fils qui vient pour la tablette, pour les photos, mais ça c'est un point important. Alors, il y a un autre point aussi, c'est la place qu'ont chaque personne. Valérie en a un petit peu parlé, mais c'est vrai que au domicile, dans les structures, il y a les soignants, il y a les médecins, il y a les familles, il y a les amis, il y a les groupes qui viennent. Donc il faut que chacun trouve sa place, et c'est important à bien réfléchir, toujours en amont, comment faire pour que cela avance. Un autre point sur lequel on pourra en reparler aussi, c'est l'anticipation. On n'anticipe pas assez. Je veux dire que souvent, on est confronté, notamment lorsqu'on est dans les services hospitaliers, on se rend compte avec les assistantes sociales que rien n'a été anticipé. Donc c'est un petit peu la galère. Subitement, il faut trouver une solution. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que mon collègue va en reparler. Hein, c'est la catastrophe. Donc ça aussi, c'est un point important. Et c'est tout au long de la vie, je veux dire qu'on réfléchit, et une anticipation aussi avec les médecins. Et dans les formations, ben, il faut expliquer un petit peu le parcours de vie. Le parcours de vie, qu'est-ce qu'on devient après, quelle structure, qu'est-ce qui existe, ainsi de suite. Donc en médecine générale, les infirmiers, dans toutes les structures paramédicales, ça c'est important de bien travailler avec eux. Voilà.
bon, nous sommes tous sur le même bateau, on avance, hein, on tire les voiles, mais il faut qu'on aille tous dans la même direction. Merci, Monsieur Vanson. Alors maintenant, je vais m'adresser au médecin coordinateur, Monsieur Vanson. Et donc, en tant que médecin coordinateur, c'est vous qui allez donner le feu vert pour une entrée en institution. Mais d'après ce que vous m'avez dit, c'est pas toujours simple bien sûr pour nos résidents, nos futurs résidents, mais aussi pour les enfants. Donc, j'aimerais que vous nous parliez de ces moments en amont de l'entrée en institution et des difficultés, peut-être. Bien, bonjour à tous, merci de m'avoir convié. Moi, je vais vous raconter une histoire que je vis tous les jours en tant que médecin coordonnateur en EHPAD. On a des personnes âgées qui ont 87 ans, qui sont à domicile, avec des maladies. On parlait tout à l'heure de polypathologie, 6-7 maladies par résident, enfin par futur résident en moyenne. Les enfants le savent. Ils savent que c'est fragile, ils savent qu'à un moment, ça ne va plus aller, mais il y a un concept de base, tant que ça tient, je ne bouge pas. Pourquoi ? Première chose, parce que leurs proches, leurs parents leur disent « moi je ne veux pas aller en EHPAD, je veux rester chez moi, maximum ». Et il y a des promesses parfois limites qui sont faites. Ne promettez jamais à vos proches de ne pas les pousser à aller en maison de retraite. Promettez-leur plutôt de tout faire pour eux et de ne jamais les abandonner. Ça sera mieux. Deuxième raison, l'EHPAD, c'est la dernière adresse. C'est-à-dire que on sait qu'ils rentrent et ce serait leur dernier lieu de domicile. Troisième raison, les aides à domicile se sont considérablement développées depuis une quinzaine d'années. Tous les gouvernements confondus ont mis la main à la pâte et ont fait quelque chose de bien. Quatrième raison, l'évolution des maladies n'est pas forcément connue par les proches. Pour eux, tout doucement, ça se dégrade, mais ils ne savent pas forcément les complications auxquelles ils auront affaire un jour. Bref, ça tient à bon gré mal gré, jusqu'à un jour où on a ce que j'appelle le crash. Le crash, ça va être une chute avec une fracture, ou bien une décompensation un peu plus violente que d'habitude. Ce crash va entraîner ce que j'appelle le grand tour. Alors le grand tour, c'est l'ambulance. L'ambulance les emmène aux urgences. Après les urgences, l'hôpital. Après l'hôpital, quand ils ont de la chance, le moyen séjour, la convalescence. Et après l'EHPAD. À l'hôpital, ils vont tomber à J8, au bout du 8e jour, sur un gentil docteur qui va leur dire aux enfants quelque chose de paradoxal. Il va leur dire, ben voilà, votre parent est stabilisé, il va mieux, mais il faut qu'il sorte. Ah. Alors là, les enfants réalisent qu'il y a un problème, parce qu'ils sortent, mais pour aller où? Parce que le retour à domicile, vous l'avez compris, n'est plus possible. C'est le médecin hospitalier qui leur fait prendre conscience, avec l'équipe hospitalière autour, qu'il y a une impossibilité de retour à domicile. Dans les familles, on a plusieurs enfants. Tout le monde ne va pas à la même vitesse. Il y en a qui comprennent rapidement. Généralement, c'est ceux qui étaient déjà en tant que soutien familial à domicile. Ceux qui sont plus loin ont du mal parfois à comprendre. Bref, commence une panique, une crise et une course. Une course pour trouver un établissement. Et c'est là que donc les EHPAD sont harcelés de coups de téléphone. J'en ai tous les jours. Quand est-ce que vous pouvez la prendre? Elle est à l'hôpital, il faut qu'elle sorte bientôt. Les hospitaliers laissent du temps, mais il y a quand même cette pression conviviale pour trouver une place. Bilan des courses. Ils arrivent en EHPAD. À ma gauche, j'ai une famille qui est épuisée, dans la culpabilité, qui ne se rend pas compte de trop ce qui se passe, qui va s'en rendre compte plus tard, mais qui est pour l'instant plutôt soulagée, qui est un EHPAD, qui accepte de prendre en charge la personne. À ma droite, j'ai la personne âgée, qui était déjà faible avant de rentrer à l'hôpital, qui est passée par la case hôpital, donc qui est encore plus affaiblie. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Elle nous dit « oui, puisqu'il le faut ». Et donc on a un oui de résignation. Un oui avec souvent « je ne veux pas que mes enfants s'occupent de moi, je suis un fardeau, je ne veux pas être un fardeau pour eux ». Conclusion de tout ça. On a, comme je dis toujours, dans les médias, on a tous les jours des faits divers, alors que moi, c'est le contraire. J'ai tous les jours en face de moi des gens qui s'aiment, qui essaient de s'entraider et qui n'y arrivent pas forcément. Merci, Monsieur Vanson. Un beau témoignage sur effectivement ce que nous vivons dans les entrées dans nos institutions. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Serge Venturini, qui est tuteur, puisque sa maman, il y a quelques années, a été en perte d'autonomie, s'est mis en danger, donc vous avez dit vite, vite, il faut qu'on agisse, donc vous êtes devenu le tuteur. Et en tant que tuteur, vous avez dû prendre une décision
difficile, c'était l'entrée de votre maman dans une institution. Alors j'aimerais que vous me parliez justement du sentiment que vous avez vécu à ce moment-là. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Alors bien sûr, ma maman était une dame qui ne se laissait pas dicter sa vie. Elle était avec un fort caractère. Et le jour où tout a basculé, je suis arrivé un matin, et là, la porte était ouverte. Il y avait un commercial à l'intérieur qui était en train de lui proposer un produit d'aucune utilité, et je ne vous dis pas le prix, énorme. Alors là, bien sûr, branle-bas de combat, réunion de famille, il fallait absolument, ma maman était devenue vulnérable, il fallait absolument la protéger. Alors bien sûr, j'étais désigné tuteur tout de suite, parce que bon, j'étais souvent là, et peu de temps après, nous avons pris la décision de l'intégrer à la Villa Amarelli à Amnéville. Alors là, ça a été terrible sur 2 points. Déjà, le premier, c'était un sentiment d'abandon, de culpabilité. Et bien sûr, le jour qu'on a intégré ma maman à la villa, on savait, nous, très bien que c'était le dernier jour qu'elle restait dans sa maison, en sachant que c'était mon père qui avait fait, il était maçon, qui avait fait la maison. Elle avait vécu 50 ans dans la maison, et il fallait l'amener. On savait très bien que c'était la dernière fois qu'elle quittait sa maison. Et ça a été vraiment terrible pour nous qui savions qu'elle ne reviendrait jamais. Alors aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans qu'elle est à la Villa Amarelli, à Amnéville, une maison super. Et franchement, elle est très heureuse dans sa nouvelle maison. Alors merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure. Vous nous parlerez justement de comment, voilà, de la suite, mais on en garde pour la fin. Alors maintenant, je voudrais redonner la parole à Madame Jantner. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait donc inversion des rôles et parfois transfert d'autorité. Alors justement, par rapport à ce point, j'aimerais maintenant que vous nous disiez comment on peut essayer de trouver un équilibre au sein de la famille, entre donc l'enfant, le parent, pour que chacun garde son rôle, celui que normalement on devrait avoir, parent, enfant. Oui, effectivement. On parle d'équilibre. Quand on parle d'équilibre, c'est toujours compliqué. Et c'est vrai que pour parler d'équilibre, il faut parler aussi de cette relation parent âgé, enfant adulte qui va évoluer. Et dans cette évolution, il ne faut jamais confondre responsabilité et relation. Le parent âgé devrait tout simplement pouvoir se décharger de certaines décisions qu'il n'a plus envie d'assumer ou qu'il n'arrive plus à assumer. L'enfant adulte va pouvoir effectivement prendre des décisions, mais ne pas forcément prendre autorité sur son parent. Le parent ne devrait jamais devenir l'enfant. Le parent reste parent et l'enfant reste enfant. Ça, c'est un principe important. Et c'est vrai que l'enfant adulte est devant une vraie remise en question de son organisation psychologique. Il aurait peut-être tendance à vouloir inverser les rôles, devenir le parent de son parent. Et en fait, aux enfants adultes, j'aimerais simplement dire, essayez d'investir plutôt une relation d'aide avec votre parent âgé. Une relation d'aide, c'est-à-dire prenez du temps pour l'écouter, prenez du temps pour l'entourer avec bienveillance, prenez tout simplement du plaisir ensemble. Je pense que cette évolution dans ce sens-là est vraiment importante. Et pour prendre du plaisir ensemble, il me semble qu'il y a un secret. C'est le regard qu'on porte sur l'autre. Peut-être que on n'est pas obligé de porter ce regard de ce que le parent âgé ne sait plus faire, de ce qu'il n'arrive plus à faire, mais peut-être porter ce regard positif de ce qu'il était, de ce qu'il est encore,
et de ce que vous pouvez vivre ensemble, encore au niveau de l'affectif. Il me semble que vraiment le secret de cet équilibre, c'est garder une relation affective. Merci Madame Gantner. Alors, Madame Debord, oui, je veux bien vous laisser la parole, puisque tout à l'heure, vous nous disiez toute l'importance des professionnels pour aider au maintien de ce lien. Donc, j'aimerais maintenant que vous nous expliquiez comment, alors, vous estimez que les professionnels peuvent aider à ce maintien de l'équilibre enfant-parent. Alors, c'est une question qui est complexe, parce qu'encore une fois, on n'a pas vraiment toutes exploré. Mais néanmoins, moi je crois beaucoup à la nécessité d'accompagner les professionnels à tous les niveaux, dans les établissements notamment, pour leur permettre aussi d'affirmer leur place et leur permettre, non pas de remettre à leur place les enfants, il ne s'agit pas de cela, mais de dire à chacun qu'il ne doit pas faire à la place de l'autre et de se le permettre. C'est-à-dire qu'on a souvent, quand on recrute des gens, on est sur un public et un parterre de professionnels, donc vous savez quand même très bien que les gens qu'on recrute dans nos établissements sont des gens qui ont une formation, qui sont mal payés, qui ont des temps de travail compliqués et qui sont le premier rempart à des familles désemparées, souvent en colère contre elles-mêmes, mais cette colère, elle rejaillit contre l'institution que nous représentons. Et la première barrière, ça va être une auxiliaire de vie, éventuellement une ASH, qui va être là parce qu'elle est là. Et nous, ce qu'on a mis en place, c'est des formations avec une psychologue pour permettre aux professionnels à la fois de s'affirmer dans leurs compétences. Les compétences existent, elles sont sanctionnées par un titre, par un diplôme, donc elles n'ont pas à être rejetées, elles doivent être affirmées. Et affirmer une compétence en face d'un parent, c'est aussi rassurer le parent. Parce que le parent, il sait qu'en face de lui, il a une personne qui sait et qui donc va pouvoir accompagner. Et encore une fois, chacun a sa place. Donc nous, on l'a formalisé ainsi, on n'est pas les seuls, hein, beaucoup de dispositifs se mettent dans ce cadre-là. Et ce qu'on essaye aussi beaucoup de faire, alors nous on est un établissement public, hein, géré par un centre communal d'action sociale, avec donc des agents qui sont fonctionnaires, et donc qui bénéficient de la formation de la fonction publique territoriale. Donc nous mettons en place, alors on ne peut pas les payer très bien, mais on peut les former beaucoup. Donc nous mettons en place des formations d'élévation de niveau de compétences. Et ça c'est très important, parce que souvent ce que nous renvoient les personnels, c'est je vais rester 30, 35, 40 ans dans la même profession, avec sensiblement le même salaire, sans pouvoir évoluer. Si vous ne donnez pas de perspective d'évolution, en compétences, en salaire, en management, à une personne, c'est compliqué de l'impliquer. Et ça fait partie des choses qu'on a mis beaucoup en place. Et on a mis aussi en place des passerelles. Faire en sorte qu'on puisse passer d'un établissement à un autre. Et ça, je pense que c'est aussi très important parce que c'est une respiration. C'est une respiration d'équipe, c'est une respiration de management, c'est une respiration aussi qui permet d'apporter d'autres compétences. Donc voilà, permettre à chacun d'être en capacité d'exprimer ce qu'il sait et donc de se faire reconnaître comme étant un sachant, quel que soit son niveau de savoir. Et ce qui va permettre aux parents d'être en face d'un professionnel qui s'affirme et qu'il va respecter. Merci pour ce témoignage. Alors maintenant, j'aimerais laisser la parole à Monsieur Guy Vanson qui va nous parler de prévention, notamment qu'elle soit d'ordre physique, psychologique ou du maintien du lien social, notamment comme levier capital pour le maintien de la relation parent-enfant. Comme je le disais tout à l'heure, un point fondamental, c'est l'activité physique. Donc ça a été cité par Madame Piquet, ça a été cité par d'autres. Au niveau de toutes les structures, de la ville, des associations, des petits villages, on voit se mettre en route ces éléments-là. Alors c'est vrai que c'est plus facile dans le milieu urbain que dans le milieu rural. Dans le milieu rural, on essaye de développer ça, mais c'est compliqué parce qu'il y a des problèmes de déplacement, il y a des problèmes de mise à disposition de personnes, mais il faut vraiment réfléchir comment que les personnes puissent bénéficier de telles structures.
Il n'y a pas de raison qu'au niveau de la communauté urbaine, on puisse le faire, et puis dans un petit village à 30 km, on ne puisse pas le faire. Donc ça, on y réfléchit avec le département, avec l'ARS, avec tout le monde, comment faire venir des personnes, comment faire venir des moniteurs, comment faire déplacer les personnes vers telle ou telle structure, dans une EHPAD justement, et c'est là que l'EHPAD est un lieu relais important, parce que dans l'EHPAD, il y a du personnel formé, comme on vient de le dire, il y a du personnel... donc, il faut faire venir, je pense qu'il faut réfléchir aux nouvelles structures, comment innover. On a parlé des EHPAD ouverts, on a parlé de tas de choses, mais on voit bien qu'on est dans une situation où il n'y a pas le tout domicile, tout EHPAD, mais il faut innover. Donc, innover aussi sur l'aspect psychologique. On sait que l'isolement est un facteur majeur de perte d'autonomie. On sait qu'une personne isolée a une espérance de vie de 7 ans et demi de moins qu'une autre. Donc ça aussi, alors on peut être isolé à la campagne, on peut être isolé dans son appartement, on peut être isolé dans une résidence senior, ça arrive. Hein. Donc il faut faire attention à ça. Donc il faut vraiment lutter sur tous ces points. Hein, et comme ça, on avance progressivement. Donc il faut réfléchir à de nouveaux emplois. Hein, on a parlé du point de vue, il n'y a pas assez. Tout le monde ne va pas en kinésithérapie. C'est pas. Il y a d'autres choses. Hein, il y a d'autres choses. Il y a des moniteurs à droite, à gauche, ainsi de suite. Donc il faut à chaque fois, dans telle zone de vie, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que je peux faire. Réfléchir avec les mairies, avec les CCAS, et ainsi de suite. Et dans chaque zone, parce que la zone A, c'est pas pareil que la zone B, et comme ça, on progresse tous ensemble. Merci, Monsieur Vanson. Alors, j'aimerais redonner la parole à Monsieur Serge Venturini, qui nous a tout à l'heure parlé de l'arrivée de sa maman en institution, des difficultés pour la famille. Mais j'aimerais maintenant savoir, au bout de 5 ans, en quoi les professionnels, Madame Debord tout à l'heure parlait des professionnels, de leur importance, et en quoi les professionnels vous ont aidé à maintenir le lien avec votre maman? Alors ça a été très facile, parce qu'on a très bien compris dans la famille que la famille était très importante au sein de la Villa Amarelli. C'est-à-dire que depuis le début, nous avons mis en place un calendrier. On a réparti les jours de visite entre frères et sœurs, entre enfants, et régulièrement, ma mère a de la visite. Et vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça fait pour un résident quand la famille est là. Et Pauline Ritter peut vous le dire, à la Villa Amarelli, la famille Venturini, elle est là tout le temps. Je suis d'accord, parce que j'étais stagiaire dans cette maison il y a 3 ans, voilà. Et je me souviens, vous étiez là tous les jours, quasi. C'est pas un reproche, au contraire, alors, hein, je vous encourage à continuer. Bien sûr que quand on vient, plutôt que de boire un café et puis de discuter avec ma maman, on s'investit dans la vie de la villa. Alors, bien sûr que tout de suite, je suis devenu président du CVS, ça fait plus de 5 ans maintenant, et j'apporte ma joie de vivre, et on participe à toutes les activités, on fait énormément de choses, et chaque fois que ce qu'il faut bien comprendre, et le message que je veux faire passer aujourd'hui aux familles, c'est pas parce que vous mettez votre parent en EHPAD qu'il faut l'abandonner. Il faut être présent. Vous pouvez organiser tout ce que vous voulez. Il n'y a que quand la famille qui est là, qu'elle est... Ma mère, elle s'illumine quand elle nous voit. Et ça, c'est le plus beau. Rien que par le regard, on se comprend. Je la vois, elle me voit arriver. Je lis même sur ses lèvres. Je suis contente. Oui. C'est très important. Et là, elle est franchement illuminée quand la famille est là. Donc si je comprends bien, c'est parce que finalement les professionnels gèrent la partie, on va dire, technique et vous restez sur le lien. Voilà, le lien, parce que c'est très important. C'est capital. C'est toujours la maman, c'est toujours... et vous êtes toujours le fils. Et on est toujours le fils, on est toujours là. Alors merci pour ce beau témoignage. Merci. Alors maintenant, je vais m'adresser à nouveau au médecin coordinateur, Monsieur Benoît Vanson. Alors, afin de préserver le lien enfant-parent, comment pourrions-nous améliorer l'arrivée en institution? Que nous proposez-vous? C'est un sujet compliqué. Dans un monde parfait, on peut rêver, hein, la personne de 87 ans, voyant ses forces décliner,
convoquerait une réunion de famille le dimanche et dirait, écoutez, chers enfants, je vais moins bien. Il va falloir qu'on aille visiter les EHPAD du secteur. Il va falloir qu'on rencontre les équipes. Il va falloir qu'on regarde les différents services, qu'on les compare. Nous ferons un pré-choix et avant l'hiver, je rentrerai dans l'EHPAD de mon choix. Mais c'est pas comme ça que ça jamais. se passe. Le mot-clé, quand même, c'est anticipation. Donc, on voit bien que les personnes ne font pas l'anticipation par elles-mêmes, et c'est là que les enfants ont un rôle à jouer. On l'a dit tout à l'heure, dès que les personnes âgées mettent un pied, même un petit pied, dans un EHPAD avant de rentrer définitivement, même si je n'aime pas ce mot-là, c'est presque gagné. Parce qu'ils se rendent compte que l'EHPAD n'est pas du tout ce qu'ils pensaient, et que leur image qu'ils avaient délétère, ben, elle n'est pas l'image réelle. Je voudrais parler de l'hébergement temporaire. L'hébergement temporaire, c'est un service que rendent plusieurs EHPAD, d'accueillir pendant 8 jours, 15 jours, voire un mois, des personnes âgées. Et c'est pas rare d'avoir des jeunes retraités qui m'appellent en me disant « j'ai besoin de vacances, est-ce que vous pouvez prendre maman ?» Ça fait un peu bizarre au début, hein, quand des retraités vous disent « j'ai besoin de vacances », on a envie de leur dire « mais vous êtes tout le temps en vacances ». Ben non. Non, ils s'occupent de leurs proches, ils sont des soutiens familiaux importants et ils ont besoin de souffler. L'hébergement temporaire est une des réponses et elle permet aux aidants, aux soutiens familiaux, de se requinquer, de partir en vacances, et on leur dit bonnes vacances. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on a des accueils de jour qui se développent. Alors je vais être cash, les accueils de jour, c'est super. C'est super, ça s'adresse aux personnes qui sont désorientées, ils font des activités la journée, généralement de 10h à 17h, ce qui permet qu'ils conservent un rythme, comment dire, jour-nuit habituel, parce que vous savez que les personnes désorientées ont tendance parfois à vivre la nuit et moins la journée. Là, ça permet de les laisser dans la vie, la vraie vie, de faire des activités et surtout leurs proches peuvent faire autre chose et souffler un petit peu. Donc l'anticipation, c'est une bonne chose, mais souvent, ce n'est pas possible. Et donc, on arrive à l'admission et là, il y a un moment qui est très important qui s'appelle la préadmission. C'est quand on reçoit les personnes avant l'admission réelle pour discuter de l'admission. Le problème, c'est qu'on a de moins en moins souvent les résidents qui sont là, ils sont à l'hôpital, je vous le disais tout à l'heure, donc on a les familles. Et là, on va d'abord savoir se renseigner qui est la personne qu'on accueille. Après, donc, on va leur parler de la maison de retraite, bon, tout un déroulé. Mais pour moi, le principal, c'est de cibler les familles qui auront probablement des difficultés, soit parce qu'elles sont contraintes et forcées d'accepter l'admission en EHPAD, que ce n'était pas leur choix, on l'a dit à plusieurs fois. Et donc, l'idée, c'est de cibler ces familles difficiles pour après qu'elles bénéficient d'un accompagnement particulier. Parce que sinon, 8 jours après, 15 jours après, quand elles vont se rendre compte de ce qui se passe, il y aura des projections agressives, comme disait Madame Debord tout à l'heure. Elles vont s'en prendre aux équipes le dimanche à 14h. Et là, les équipes auront de grosses difficultés à gérer le dimanche les familles qui sont en souffrance et en colère. Donc, l'idée, c'est de les accompagner. On ne peut pas accompagner tout le monde. On le disait tout à l'heure, les EHPAD sont dans une situation difficile. On a beaucoup de travail tous, y compris les équipes qui, elles, sont sur le terrain. Donc, l'idée, c'est de cibler les familles et de pouvoir proposer un accompagnement personnalisé avec un interlocuteur dans l'EHPAD qui sera leur référent pour gérer les problèmes. Depuis que je le fais, je prends beaucoup de temps au départ, mais chemin faisant, je me rends compte qu'elles s'habituent et elles font de moins en moins appel à moi. Pour finir, un mot sur la personne âgée. Moi aussi, j'ai ma petite enquête personnelle. Quand je leur demande ce qu'ils souhaitent, quand ils sont en EHPAD, ils me disent 3 choses. 1, je veux voir mes proches. Corian l'a dit. 2, je veux que ça bouge, je veux qu'il se passe des choses, que ce soit pour dépenser de l'argent ou avoir des animations. 3, je ne veux pas souffrir. Je pense que si on garde ces 3 objectifs en tête, on peut s'en sortir. Merci beaucoup, Dr Vanson. Alors, vous avez raison d'applaudir cette belle brochette de la table ronde numéro 2. Je vous remercie tous pour vos interventions et pour la qualité des messages délivrés. Je vais peut-être laisser la parole à Serge. Micro, voilà. Merci beaucoup. Alors, on va aussi intervenir, poser des questions et tout ça, mais je crois que c'était extrêmement riche et on a plusieurs éléments. Le premier, c'est la question des rôles. Mais c'est toute notre vie, on se pose des questions sur notre rôle. La question majeure, c'est au fait, je sers à quoi? Et qu'est-ce que j'ai besoin de servir à quelque chose? Et toute notre vie, on a ce besoin-là. Et en même temps, il y a une sorte de flou, parce que parfois, il y a un flou dans la situation, et le flou, comme dirait l'autre, hein, quand il y a du flou, il y a un loup. Et donc, on n'est pas nécessairement très à l'aise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous avez tous dit, d'une certaine manière, c'est que pour qu'il y ait moins de flou dans les rôles, il faut qu'il y ait plus de pros. Également. Il faut aussi qu'il y ait plus d'accompagnement, plus de compréhension, et ainsi de suite. Donc là, on revient à une question majeure,
qui est quand même celle des personnels et ainsi de suite. On y arrive aussi. Et puis le troisième élément, c'est que ce qu'on a vu aussi, c'est que maintenant il y a une sorte de, je ne sais pas si c'est un triangle amoureux, mais en tout cas il y a un triangle de fait entre le monde du soin, de l'accompagnement, la personne elle-même et puis son entourage, les familles. Alors avec l'autre Serge, on était dans un cas un peu, ça serait génial si tout le monde était comme ça. Voilà, c'est le cas, disons, le plus top. Et il y en a plein des comme ça. Mais il y a aussi, évidemment, l'inverse absolu. Et puis, il y a l'entre-deux, parce qu'on est dans l'entre-deux, aussi souvent. Et donc, comment on fait? Et sans du tout porter de jugement, parce que aussi, parfois, des personnes qui ne sont pas en capacité, en situation, et ainsi de suite. Et puis, il y a aussi ce que vous avez dit, docteur, c'est sur cette notion de il faut un accompagnement qui soit adapté aux familles. Et en vous écoutant, je me disais, c'est marrant, parce qu'on dit finalement exactement la même chose dans une école. On sait bien que le gamin, il va réagir aussi en fonction des valeurs qu'on lui a inculquées, en fonction de son entourage familial, en fonction aussi des gens qu'il fréquente. Il y a une sociologie qui s'invente d'ailleurs en disant, mais finalement, est-ce que ce qui n'est pas le plus important pour la manière dont les gens évoluent, c'est pas leur entourage le plus proche, et en particulier l'effet des copains, l'effet de ce que j'ai entendu. Et donc, pour les personnes âgées, aussi l'effet des autres qui ont dit « Oh là là, va pas là, oh là là, moi comment je l'ai vécu », ainsi de suite. Et donc, comment aussi on reconstruit ces représentations ou on casse ces représentations. Et puis la dernière chose, Guy, j'étais vraiment content de ce que vous avez dit, parce que vous savez, il y a des gens là qui sont venus, parfois même de Paris, parfois assez jeunes, qui ont des comportements, ils boivent beaucoup et tout ça. Donc c'était important aussi de rappeler quelques éléments, qu'on est aussi dans cette quête personnelle, aussi qui est de capacité à se dire « Tout ne vient pas des autres ». Mais je suis aussi, moi, en capacité de construire mon propre vieillissement. Et c'est pas toujours de la faute des autres. Hein, souvent, c'est pas de ma faute, c'est parfois ça aussi. Mais aussi, qu'est-ce qu'on a une part de responsabilité? Et à partir du moment où on accepte plus d'avoir une part de responsabilité, peut-être qu'aussi on accepte plus les difficultés des autres, le fait qu'il n'y a pas de monde magique, il n'y a pas de monde idéal, on pourra mettre toutes les tablettes numériques qu'on voudra, ça ne remplacera pas la relation humaine, et l'être humain, il n'est pas idéal, il n'est pas parfait, nous-mêmes on n'est pas parfait, les familles ne sont pas parfaites, et c'est comment on trouve dans tout ça une sorte d'équilibre, et donc on retrouve un rôle. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser la parole à la salle. Bonjour à tous, Magali Ndiaye, je suis infirmière libérale. Bon, j'étais aussi infirmière dans mon institution, et voilà, bonjour. Voilà, ma question est, enfin, en tant qu'infirmière libérale, j'ai eu besoin d'aide à un certain moment lors de mes interventions à domicile auprès de patients et en institution. J'ai eu des situations très compliquées avec les familles et avec les patients aussi. Ne faudrait-il pas, pour aider tous les partenaires de soins, pour garder l'estime de soi, l'énergie et l'envie de continuer à aider les gens à domicile ou en institution, proposer des formations d'aide en communication ou même de coaching, coaching bien-être, ce qui permettrait déjà de se projeter dans l'avenir et aider les gens à se projeter aussi dans l'avenir et à se connaître aussi soi-même et à connaître toutes ses limites, et puis pouvoir dépasser aussi ses limites face à parfois des complications, à des relations difficiles et compliquées. Comme vous avez évoqué, lorsque le parent entre en institution, ce qui parfois peut être culpabilisant pour les familles, pour les enfants, et comment gérer la colère des enfants. Voilà. Je pense que c'est une question intéressante. Madame Debord, vous avez en partie répondu tout à l'heure, mais peut-être que vous pouvez vous exprimer par rapport à cette question sur la difficulté pour le professionnel d'avoir face quelquefois à la colère, comment garder le maintien de l'estime de soi, comment rester confiant et puis garder du plaisir aussi à travailler, parce que quand nos professionnels ont plaisir à travailler, ils font du travail de qualité. Ma chère Magali, je vais t'enjoindre à voir avec ton ordre, en fait, pour qu'ils mettent en place des formations, tout simplement. Enfin, voilà, je pense que chacun a son niveau, mais la question est importante.
chacun à son niveau, dans son environnement, doit pouvoir se former tout au long de la vie. C'est d'ailleurs un enjeu majeur pour les professionnels, notamment les professionnels du soin, qui permet aussi de dépasser des situations difficiles. Et cette formation qui permet tout simplement en fait, de rentrer en contact avec l'autre, de comprendre l'autre, de ne pas le juger, et de comprendre que l'autre, son agressivité, elle ne se retourne pas, elle n'est pas forcément ad nominem, mais elle est plus une façon de se dédouaner de ses propres difficultés. Il y a des formations qui existent. Je pense qu'au niveau de l'ordre des infirmiers libéraux, il y a des choses qui peuvent peut-être se mettre en place. Alors le CNFPT fait des formations comme celle-là. Il peut tout à fait y avoir une passerelle en la matière pour pouvoir en bénéficier. Après, vous avez tous un compte professionnel, un compte personnel de formation. Vous pouvez tous l'utiliser et le mettre à profit sur des dispositifs comme celui-ci. Merci Madame Debord. Merci Magali pour votre question. Si je peux me permettre, c'était aussi pour les futurs soignants, aidants, peut-être intégrer peut-être aussi dans les formations, les institutions, ce genre de formation pour les aider déjà à entrer dans la vie professionnelle. Au niveau des IFSI, effectivement, c'est un axe sur lequel il y a la nécessité de travailler, mais je sais qu'en fait, il y a quand même de plus en plus dans les IFSI une période de formation sur l'usager, les usagers, la façon dont on accompagne, etc. Mais c'est certainement encore trop faible, c'est un fait. Merci Madame Debord. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Madame. Bonjour, Isabelle Blondet, je suis assistante sociale au CHRU de Nancy. J'interviens au Centre de mémoire de ressources et de recherche. Donc nous accompagnons les patients atteints notamment de maladies neurodégénératives que nous voyons plusieurs fois par an. Et si nous voyons les patients, nous voyons régulièrement les enfants. Donc les enfants nous font part de l'accompagnement en accueil de jour. Je rebondis un petit peu sur l'anticipation. Donc de l'accompagnement en accueil de jour, donc la première fois ils les accompagnent, mais ensuite, les semaines suivantes, ils n'ont pas de retour. Donc, lorsque leurs parents reviennent d'accueil de jour, c'est « Tiens papa, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as mangé ?» Rien. Mais finalement, leur père est souriant. Dans le cas de liaison, il est dit qu'il a participé aux activités, tout s'est bien passé. Donc les enfants me disent les rôles s'inversent, c'est moi qui dois aller aux informations, comme le faisaient mes parents quand j'étais à l'école maternelle et que je leur disais en sortant de la cour, c'était nul, j'ai rien fait. Donc c'est vrai qu'on cherche au fur et à mesure de rassurer les enfants dans leur rôle d'enfant et non pas dans l'inversion des rôles. Donc vous avez répondu au fur et à mesure de la table ronde à mes questions, que par moment il ne faut pas non plus prendre le pouvoir sur ses parents mais rester dans son propre rôle d'enfant. Mais c'est vrai que c'est un échange qui est régulièrement abordé dans nos services, en disant finalement, je les accompagne, mais est-ce que c'est à moi d'aller voir dans le cahier d'accompagnement? Est-ce que c'est à moi de leur demander ce qu'ils ont fait? Alors que c'est plutôt eux, en tant que parents, qui devraient me demander comment ça va au quotidien et pas le contraire. Donc voilà, donc c'était... Et donc, juste pour rebondir par rapport à la table ronde, effectivement, nous tentons l'anticipation, donc avec l'entrée progressive en EHPAD, qui soit par l'accueil de jour, l'accueil temporaire régulièrement, en vue, pourquoi pas, j'aime pas non plus l'accueil définitif, mais permanent, je préfère. Voilà, mais et c'est vrai que ce qu'on appelle aussi les belles entrées en EHPAD, parce qu'elles se font dans un lieu de vie choisi et de façon adaptée. Voilà. Merci Madame Blondelet. Une remarque? Oui. Oui, j'entends votre question et je me rends compte qu'effectivement, est-ce qu'il est important pour un enfant de savoir ce qu'a fait son parent tout au long de la journée? Est-ce que son sourire, sa satisfaction, son regard n'est pas suffisant? Je ne suis pas sûre qu'il faille inverser les rôles, vérifier ce qu'il a fait, est-ce que c'était bien? Si le parent, vous parlez quand même de parents atteints de troubles cognitifs, donc si le parent revient satisfait, souriant, est-ce que ce n'est pas suffisant? Oui, effectivement. Et puis la notion de confiance peut-être aussi dans le professionnel. Bonjour, donc Constance Seri, en fait fondateur de l'entreprise Lively Autonomie. En fait, on apporte des solutions pour favoriser justement le maintien à domicile. Pour revenir sur cette question de l'inversion des rôles parents-enfants, quelle est aujourd'hui, quelles sont les limites à la professionnalisation des aidants familiaux
Et est-ce que cela ne contribue pas justement à cette inversion des rôles? Est-ce que cette responsabilisation, finalement, on modifie la relation et on devient, entre guillemets, plus dans une relation servicielle qu'une solution familiale, finalement? Oui, il y a un transfert de rôle, on passe d'enfant à professionnel, c'est ça? Oui. Et du coup, effectivement, alors on se rend compte que ces dernières années, on encourage, effectivement, on valorise, et à juste titre, les aidants familiaux, on les professionnalise, mais à un moment, est-ce que... Ça ne modifie pas donc la relation parent-enfant? Tout à fait. Et donc, à quel moment on doit effectivement arrêter et mettre effectivement des jalons de manière à ne pas perturber complètement l'environnement. Tout à l'heure, on avait le cas où on avait des patients experts. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut que l'aidant familial devienne également un aidant expert? Alors, c'est, je crois, une très bonne remarque, complètement d'actualité. Alors, qui sur notre... Madame Debord? C'est pas une réponse, mais c'est en tout cas un élément de conviction. Le mieux est l'ennemi du bien. En même temps, on essaye plein de choses. On essaye plein de choses parce que c'est pas évident, parce que les gens se cherchent, parce que les réponses dans les secteurs ruraux, ce ne sont pas les réponses dans les secteurs métropolitains, que du coup on essaye un certain nombre de dispositifs. Moi je pense que la professionnalisation de l'aidant familial, c'est pas du tout la réponse. Vraiment pas. Parce que justement, c'est l'inversion totale du rôle et ça va générer au sein d'une fratrie des problématiques encore plus importantes. Et on va décaler le lien naturel. Alors après, c'est toujours compliqué. Peut-être que pour une famille particulière, ça sera la solution. Donc on ne peut pas généraliser en fait. Par contre, la tendance, je pense que la tendance, ça ne doit pas être celle-là. Autant on peut le comprendre sur un parent qui a un enfant handicapé. Parce que c'est un lien parent-enfant. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué sur l'inversion de rôle. Et même sur un parent qui a un enfant handicapé, il y a cette nécessité absolue de souffler, de se retrouver, de faire en sorte de ne pas rentrer dans une forme de maltraitance qui n'est pas forcément toujours physique et qui est souvent d'ailleurs psychologique. Et vous savez que le taux statistique de mortalité des aidants est assez effrayant par rapport aux personnes qu'elles accompagnent. Donc je pense qu'en la matière, il faut expérimenter, il faut regarder, mais il faudra mettre un cadre et restreindre. Juste pour aller dans ce sens-là, et les mots résument beaucoup les choses. Il y a eu 3 temps. Il y a eu un temps où les aidants n'existaient pas. Les combattants anonymes, les héros anonymes du soin. Mais qu'est-ce qu'on était content qu'ils étaient là? Qu'est-ce que l'État était content qu'ils étaient là? Parce qu'ils faisaient le boulot. Il y a eu un deuxième temps, j'y ai participé, où entre autres de dire, si les aidants étaient rémunérés, ça serait 164 milliards d'euros qu'il faudrait mettre sur la table. Oh là, comment on fait? À l'époque, c'était 0 euros. Hein. Donc on disait, on comptait même pas. Et à ce moment-là, on a commencé à parler d'aidants naturels. Mais je disais, mais si on dit aidants naturels, justement, du coup, on fait les choses naturellement, on voit bien, et donc on peut devenir faire des choses qu'on n'a pas à faire. Puis par ailleurs, en français, dire aidant naturel, ça veut dire 1, ce sont les femmes qui le font, et 2, comme c'est naturel, il n'y a aucune raison de les aider et de les payer. C'était quand même un petit peu ça. Du coup, de quoi on est aujourd'hui? On parle d'aidants de proches. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faites, je dirais, par les aidants parce que c'est leur rôle, parce qu'ils se sentent aussi l'envie et la morale d'une certaine manière de faire. Puis il y a des choses, c'est pas à eux de les faire. Et d'une certaine manière, pour résumer les choses, je dirais que les aidants devraient rester dans le désir. Les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ont des désirs. Les professionnels doivent être dans le besoin, c'est-à-dire répondre aux besoins. Parce que ça, c'est pas à quelqu'un de la famille de le faire. On disait même pour les parents avec un enfant handicapé, je ne sais pas, si mon enfant handicapé a 16 ans, si je suis son père, je n'ai pas à faire sa toilette intime. C'est pas possible. Voilà. Sinon, je rentre dans quelque chose qui est autre. Voilà. Et donc, et là, les rôles sont bien séparés. Il y a l'amant, aimant, aidant, et puis il y a le professionnel qui peut aimer par ailleurs, mais d'une autre manière, et voilà, mais qui est dans autre chose. Et à partir de là, on s'y retrouve. Mais vous avez parfaitement raison. La tentation, parce que ça arrange tellement les comptes publics, c'est de vous en occuper. Hein. Et puis c'est vachement bien ce que vous faites. Et puis on vous laisse, voilà. Non, évidemment. Et donc on revient
à la question, entre autres, des emplois, à la question des moyens, et ainsi de suite. Je rappelle que dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs, il y a sur ce domaine-là 4 à 500 000 emplois potentiels. Et donc c'est aussi comment on fait des choix politiques, une vision politique pour dire on a intérêt à mettre des emplois dans ce secteur-là parce que tout le monde y sera mieux et parce que on fera aussi plus de prévention. Et que donc en plus on s'y retrouvera 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard parce qu'il y aura moins de gens en mauvaise santé, ainsi de suite, y compris